Quand on fait quelque chose d'abord par passion, c'est plus facile de continuer. Donc la foi me permet de garder cet équilibre non seulement en tant que personne, mais aussi de me ressourcer. Est-ce qu'on connaît vraiment notre pays? Beaucoup ne s'y intéressent pas. Mais ça dépend aussi de la politique que le pays a pour faire aimer ce pays aux Congolais. Dès ce qu'on entend de la politique, les politiciens ne sont jamais là. Tu n'étais déjà pas là, après tu embrasses la politique, tu n'es pas encore là. Oui. Je pense que l'avantage, comme tu viens de le mentionner, c'est que comme j'étais déjà pas là. Pas là. pas là Aujourd'hui, je sais déjà que ce podcast va être le podcast de légende. Parce qu'on a comme invité une personne qui était dans le monde économique, le monde politique, mais toujours avec cette volonté de mettre le Congo en avant. Festival de la rumba, festival gospel. Il a accueilli le pape, s'il vous plaît. Lui-même est béni alors, je pense. Nous avons monsieur Didier Pambia. Bonjour Didier. Bonjour Ticia. Ça va? Très très bien, et toi? Très bien. Je te présente Ruth. Enchanté, Ruth. Bonjouré. Bonjour Ruth. Notre marraine nationale. Aujourd'hui, on est vraiment dans une discussion. Hein. C'est vraiment pas en mode interview. C'est un échange décontracté. Et dans cet échange décontracté, si tu devais te présenter à quelqu'un qui te connaissait pas parce qu'il a vécu dans une grotte depuis 2006, comment tu te présenterais? Comme un entrepreneur économique d'abord, social, entrepreneur politique aussi. Pourquoi entrepreneur? Parce qu'un entrepreneur prend des risques. Un entrepreneur veut apporter des solutions à des problèmes qui existent. Et dans ce sens-là, je peux me présenter comme un entrepreneur politique, économique et social. Alors, c'est marrant que tu parles de politique déjà dès maintenant. Nous, on allait y arriver, mais Oui. Là, tu nous tends la perche. Parce que entre l'entrepreneur économique et l'homme politique, je sais pas, pour moi, il y a un monde. C'est ce monde-là, alors on va y revenir peut-être un peu plus tard, mais ce monde-là, est-ce que pour toi, c'est la même chose? Parce que tu nous parles de prendre des risques, de trouver des solutions, tout comme le politique, tout comme l'entrepreneur. Qui ne connaissent pas mon pédigré au niveau familial sont surpris de me voir en politique. Mais en fait, je suis tombé dedans depuis ma jeunesse. Quand je suis né, mon père était dans l'administration provinciale territoriale. Et donc, j'ai toujours vécu un peu dans cet univers politique que je voulais fuir parce que je sais que c'est un monde qui demande beaucoup de sacrifices. Quand on était jeune, on voyait pratiquement pas mon père. Heureusement qu'on avait une maman qui était très forte et présente, ce qui a permis de maintenir un certain équilibre. Je dirais que c'est un métier qui demande beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices et qui est parfois ingrat. Et mon père me le disait toujours. Donc, c'est pour ça que dès que j'ai terminé mes études, j'ai préféré plutôt m'orienter vers le monde des affaires. Qui est aussi un monde qui prend beaucoup de temps, où on voit pas beaucoup la personne, qui est parfois aussi un peu ingrat. Oui, mais quand même, ceux qu'on sème de manière organisée, structurée, souvent on le récolte de manière positive pour soi et pour son environnement. Mais la politique a beaucoup d'imprévus. Mais c'est un monde où je me suis quand même engagé avec beaucoup de passion parce que tout ce que je fais, j'essaie toujours d'abord aimer ce que je fais. Et quand on aime quelque chose, ça permet de mieux avoir des résultats probants. Alors, vous avez parlé d'apporter des solutions. Moi, j'ai aimé la partie où vous avez dit, vous me permettez de vous tutoyer? Pas de souci. Oui. Alors, j'aime la partie où tu dis, j'ai grandi un peu dans cet environnement de la politique et tout. J'ai envie de savoir comment grandissent les enfants qui ont des parents qui sont dans la politique. Bon, ça demande souvent qu'il y ait une certaine discipline. Parce que dès qu'on est jeune, on est déjà directement exposé
Ok. exposé. Mhm. Exposé à rencontrer des personnalités Mhm. du monde des affaires, du monde politique, Mhm. et une certaine discipline parce que on te met souvent des barrières à ne pas franchir. Ok. Hein? Une exemplarité. Oui, bah, On ne doit pas on doit pas faire ceci. ouais. Si tu fais ceci, voilà, ça va avoir Les un impact. conséquences. Oui, voilà. Ton père va être fiché, les choses. Donc, on a une certaine discipline, une rigueur qu'on nous impose dès le plus jeune âge, mais aussi cette exposure, si je peux dire ça, qui permet de pouvoir rencontrer des personnalités du monde politique, du monde économique, du monde social. Et donc, ça peut aider aussi à, si on s'y engage un peu, avoir une personnalité d'une personne qui peut s'adapter à différentes situations, différentes formes d'exposition publique et enlever, pour ceux qui sont peut-être un peu timides, une certaine gêne à s'exprimer devant les personnes. Et toi, tu étais une personne timide, alors tu as fait tes études au Canada, Oui. Montréal. Mais je tiens à préciser une chose. J'ai fait toute ma scolarité de la maternelle jusqu'à la fin des secondaires en RDC. En RDC, et c'était une université et mon père au Canada. tenait à ce qu'on termine nos études ici, et je pense qu'il a bien fait. Ça m'a permis vraiment de non seulement connaître le pays, parce que dans sa fonction, tous les 2 ou 3 ans, on déménageait. Donc, j'ai vécu un peu au Katanga, j'ai vécu au Kivu, j'ai vécu à l'Équateur, donc j'ai vécu dans presque toutes les provinces. Et quand je suis en RDC, je me sens chez moi partout et j'ai des amis dans toutes les provinces. Ah, c'est bien ça. Oui. Ah, c'est bien. Moi, je dois bientôt aller au Katanga. Tu peux m'aider aussi à trouver Ouais. Je cherche un 2 pièces. Je vais passer un coup de fil et ça va se faire illico presto. C'est enregistré, c'est dans le... Ok, mais alors, comment tu vis le fait de vivre au Canada, loin de tes repères, finalement? Moi, mes parents m'ont toujours dit que le voyage ouvrait aussi l'esprit. Tout à fait. C'est comme ça qu'on a parfois de nouvelles idées. Alors, aujourd'hui, on a Internet, c'est bien. Mais nous trois, on étudie avec les encyclopédies, il y avait pas tout ça. Donc du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté le fait de partir et puis tu es revenu aussi? C'est quand je parle de mon enfance, ça permet de comprendre ma capacité d'adaptation. Je m'adapte rapidement dans un nouvel univers, que ce soit professionnel ou quand j'arrive dans un pays. Avant d'aller au Canada, je suis passé par la Belgique aussi, à Mons. Salutations à tous les Montois. Et ensuite, je suis allé au Canada, mais je suis tombé dans ce qu'on peut appeler un petit bled. Parce que la Belgique, c'est un petit pays, mais le Canada, c'est le pays des espaces. Et de Montréal, où j'atterris, à Mirabel à l'époque, jusqu'à Chicoutimi. Oui, j'ai vu ça. J'ai même eu du mal à lire le nom. Chicoutimi. Donc, c'est 14 heures de route dans les grands bus voyageurs et tout. Donc, moi, je viens de la Belgique. Je me dis, bon, je vais faire 2-3 heures, 1 heure à arriver à Chicoutimi. Non, je me tape carrément 14 heures et j'arrive là-bas à 3 heures du matin. Donc, c'est un petit endroit, c'est une petite ville, mais une des villes dans cette région qu'on appelle le Saguenay, Lac-Saint-Jean. Et c'est un des fiefs des indépendantistes canadiens. Les pures laines, là, on les appelle les bleuets. Donc, je tombe dans cet endroit et on est peut-être une dizaine d'Africains. Wow. Une dizaine d'Africains. Vous connaissez tous, vous êtes tous amis. Vous connaissez tout le monde. Il y a Boubacar là-bas, il y a Diallo, Donc, c'est un petit univers. C'est génial. Mais dans cet univers-là, je me trouve quand même une place. Parce que non seulement je suis team leader quand on joue au football, j'organise ce qu'on appelle les soirées multiculturelles
où on présente la culture des... Ça commence en fait déjà Oui, de là. déjà, depuis Ça commence l'université, déjà de là. j'ai toujours été, j'organisais, j'écrivais dans le journal d'université, Wow. j'organisais ces... Donc là, il y a déjà Optimum qui Oui, vient. Il y a déjà le festival, et tout, les nombreux festivals. Et j'animais aussi à la radio. À la radio, On va faire un où je essai. faisais une émission, je me rappelle, ça s'appelait Culture d'ailleurs, Mhm. où je présentais aux Québécois, tiens, voilà, Wow. voilà comment ça se passe au Sénégal, voici les rituels ou les rites de passage dans telle Est-ce que communauté. tu as encore cette touche de radio, là, si tu veux annoncer l'émission On va bonjour, voter. J'ai un stylo. annonce on y va. 1, 2, 3. On y va. Bonjour, bienvenue à la Quinoise, à la table de la Quinoise. Aujourd'hui, on reçoit Didier Pambia, entrepreneur économique, politique et social, qui va nous parler un peu de son parcours et partager avec nous quelques moments intimes, des choses qu'il a vécues, des choses qui l'ont ému, des choses qui l'ont fait pleurer, des choses qui l'ont fait rire. Et donc, on va partager avec vous un moment très, très personnel avec Didier Pambia. Bravo. Ça applaudit même derrière la caméra, là. Non, Non, mais on a après, des je pense séquelles. que ce qui est bien, la radio vous donne une certaine polyvalence. Et Oui. le métier du journalisme, n'en parlons même pas. Et moi, quand je vous entends parler, j'ai comme l'impression que le côté découverte était en vous, le côté polyvalent était là. Bah, il restait qu'à créer Optimum, quoi. Oui, mais Optimum, je crée ça vraiment plus tard. Oui, oui. Mais déjà, c'est vrai que quand j'étais déjà aux études, j'avais cette idée-là d'entreprendre, de créer quelque chose. Et je me rappelle qu'avec un ami, quand j'ai terminé, j'ai fait des études en administration des affaires, option marketing. Ensuite, j'ai fait relations publiques et puis journalisme. Donc, comme j'écris souvent. Hein. Vous allez voir si vous venez dans mon bureau, même dans ma chambre, il y a toujours des idées comme ça, écrites sur un napkin, sur un bout de papier. Ma tête foisonne d'idées. Et donc, j'ai créé d'abord avec un ami, personnel, il est décédé récemment, Ladji Tondo, Afrovision. Un petit magazine, là, feuille de chou presque. Parce que c'était dans un papier assez rudimentaire. Et après, avec une autre amie, Amina Gerba, qui avait déjà son magazine, on s'est associés. Ça existe encore. C'est Afrique Expansion, c'est à Montréal. Et Amina, même, je la salue au passage, est sénatrice. Elle est d'origine camerounaise, elle est sénatrice au Canada, elle vit là-bas avec son mari Gerba et leurs enfants. On a fait Afrique Expansion. On a commencé à organiser les premiers forums Afrique Canada, où il y a des délégations africaines qui venaient présenter leur pays aux Québécois, et aussi des missions d'exploration vers l'Afrique, qui, à l'époque, étaient vraiment, et jusqu'à présent, je pense que la distance fait que l'Afrique est très méconnue. Oui. Et la RDC encore plus, hein? Oui. Parce que les Congolais, nous, on croit que le pays est riche, tout le monde nous connaît, mais il y a des gens qui lui disent, je suis congolais, Congo, ça veut dire quoi? c'est où ça? Oh là là. C'est à côté d'Haïti. Donc, il y a une méconnaissance réelle et nous, on essayait donc justement de briser un peu cette méconnaissance et de vendre notre continent. Alors, moi, ce que j'aime bien dans ton parcours, c'est que tu parles souvent du Congo, en fait. Toujours. Tu le mets tout le temps en avant. Et là, que ce soit avoir les magazines, que ce soit organiser les événements, tu es comme un conteur qui compte l'histoire du Congo. Tout à fait. Parce que j'aime ce pays, parce que je le connais un peu plus que la moyenne des gens. Parce que j'ai eu cette opportunité de vivre dans toutes les provinces et de réaliser combien Dieu nous a dotés d'un pays magnifique. C'est pas seulement le sous-sol. Hein. Le sous-sol n'est que une partie, c'est ce qu'il y a autour. Regardez juste ici, regardez ce fleuve. Il est vide. Mais dans ce fleuve, il y a des opportunités d'affaires. Parce qu'il y a des croisières que les gens peuvent faire. Et cette connaissance du pays fait que je le porte en moi. Et malgré ces années d'éloignement, parce que quand même, j'ai vécu beaucoup d'années à l'étranger, même si je revenais quand même de manière régulière, cet amour du Congo
est en moi et je l'ai transmis aussi à mes enfants. Mais quand tu dis, par exemple, qu'au Canada, peu de personnes connaissaient le Congo, est-ce que tu trouves que les Congolais connaissent aussi le Congo? Est-ce qu'on connaît vraiment notre pays? Beaucoup ne s'y intéressent pas. Mais ça dépend aussi de la politique que le pays a pour faire aimer ce pays aux Congolais. Je réalise que les gens voient souvent le Congo, c'est comme un verre à moitié vide, au lieu de le voir à moitié plein. Pour dire, tiens, nous avons déjà ceci, comment faire pour que ce que nous avons puisse être transformé et permettre réellement que nous vivions de ce que nous avons. On a tellement de choses, mais les problèmes, le poids du quotidien, tout ce qu'il y a comme difficulté empêche peut-être les gens de voir autre chose, de voir plus loin que, disons, le problème de transport. Je sors de chez moi, je suis bloqué dans les embouteillages. J'arrive à mon travail, je suis exténué, tellement exténué que j'ai pas eu le temps de regarder autour de moi. Et ça va prendre le temps. Mais je pense qu'il y a un travail à faire. Et c'est votre travail, c'est le mien. C'est de ceux qui croient en ce pays, de commencer à le vendre. Et ce que j'ai eu à faire d'ailleurs, hein, tu as suivi un peu ce qu'on avait fait avec la campagne RDC Cœur de l'Afrique. C'est un positionnement. Ça part de ce que Frantz Fanon disait, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en RDC. Mais je trouvais que le mot gâchette est un peu trop militaire. Alors que quand on parle du cœur, c'est plus émotionnel, c'est plus émotif, ça touche un peu plus les personnes. Et puis c'est vrai qu'on est au cœur de l'Afrique, même de façon géographique. Même de manière géographique, on est au cœur. Et le cœur, quand il a des soucis, le corps se meut difficilement. Quand le cœur s'arrête de battre, on meurt. Donc la RDC, si on regarde du point de vue écologique, on est un des poumons du monde. Exact. En tout, en fait. Hein? Quand on ne va pas bien, tout ne va pas. Et quand on regarde même au niveau des minéraux stratégiques, qu'on utilise et qu'on va utiliser dans les technologies d'avenir, la RDC a plus de 70% de ces minerais. En termes de population, avec cette jeunesse qui, si elle est bien orientée, devient une force de développement, on est encore au cœur des enjeux. Si on regarde au terme de notre majestueux fleuve Congo, c'est une des merveilles au niveau international. Donc, quand on parle de cœur, on a ce qu'on appelle en marketing des proof points, des points qui permettent d'affirmer quelque chose. Si un pays limitrophe à la RDC dit qu'il est cœur de l'Afrique, ils n'auront pas assez d'éléments pour le prouver. Nous avons tous ces éléments pour prouver. Il suffit juste que nous-mêmes, nous commencions réellement à croire. Hein? C'est comme une femme qui est belle, mais qui n'a pas confiance en elle, qui n'est pas consciente de sa beauté. Donc, il y a une prise de conscience qu'on doit avoir ici en tant que Congolais. Oui, on est doté d'un magnifique pays. Mettons de côté un peu nos petites guerres partisanes, ethno-tribales, et essayons ensemble de construire quelque chose qui, si nous pouvons exploiter ça de manière optimale, aucun pays en Afrique et même au monde ne pourrait faire face à notre pays, et j'y crois réellement. Aimer le Congo, sincèrement, c'est pas facile. Pourquoi je dis? Parce qu'on est né, on a grandi. Moi, j'ai grandi à Lubumbashi. Et puis, tu viens à Kinshasa, tu regardes. Ah, ici, enfin, c'est toujours le Congo. Est-ce que vous, le fait de quitter d'abord le Congo et de revenir, est-ce que ça n'a pas joué à ce niveau de conscience de se dire, ah tiens, on a un beau pays. Il faut quand même... Oui, parce que, mais je pense que Tissia l'a mentionné tout à l'heure. Beaucoup de Congolais, surtout, ceux Kinois aussi, surtout à Kinshasa, il y a très peu de personnes qui sont sorties de cette ville. Vrai. Hein? Et quand je dis sortir, c'est même aller... il y a des gens qui n'ont peut-être jamais vu le fleuve de près, mais ils vivent à Kinshasa. Ouais. Même aller à Brazzaville. Il y a des gens qui ne sont jamais allés quitter, je sais pas moi, Kitambo et aller à Maluku. Depuis qu'ils sont nés. Non, le gars, il vit dans une sorte de bulle. C'est comme un cocon, il se sent à l'aise. Et s'il traverse 2-3 rues après, directement, donc il faut que nous fassions aussi des efforts
au niveau de l'État, au niveau des ONG, de faire découvrir ou redécouvrir le Congo aux Congolais. Moi, je trouve que par moment, on a même l'impression, on est tous fiers d'être Congolais, mais on connaît pas vraiment le pays en soi, quoi. Il y a juste la fierté de l'être. Mais pour qu'on soit fier de quelque chose, on doit être conscient de ce que nous avons. Oui. Et cette conscience-là, très peu longue. Et c'est peut-être un travail aussi. J'ai vu que tu avais reçu Alain ici, Yav. Il y a aussi Jean-Claude et d'autres aussi. Peut-être que les communicants, les professionnels de la communication peuvent se mettre ensemble pour dire, bon, voilà, comment faire en sorte que les Congolais se réapproprient leur pays, comment faire en sorte que les Congolais aiment réellement leur pays, comment faire en sorte qu'il y ait cette fierté nationale. Hein? Ça serait vraiment génial. Ouais. Mais est-ce que tu penses que aujourd'hui c'est facile de travailler ensemble? Tous les communicants, est-ce qu'ils peuvent un jour aller... C'est possible. C'est comment le monde? C'est possible. On a eu à faire certains événements ensemble avec Alain, entre autres. J'ai travaillé avec lui. J'ai travaillé sur des projets avec le ministère des Hydrocarbures à l'époque. Sur le projet du pape, on a travaillé avec Jésus Noël et toi d'ailleurs, hein? je montre une photo parce que cette histoire de pape, c'était une première. Oui. C'était une première. Le pape n'était pas venu dans notre pays depuis 20 ans, je crois. Hein. Oui. Là, on a vu le pape en grande pompe. Moi aussi, j'étais là, mais je servais le café. Oui. Les vraies personnes qui ont organisé ça, moi, cette image. Oui, très belle image. Hein? Et cette identité graphique. Là. Cette identité graphique. Et la RDC au cœur de l'Afrique, ça commençait déjà à l'époque. Hein? Et vous voyez tous ces rayons lumineux qui partent de la RDC pour illuminer le monde. Et on fait ça sous forme de vitrail. Et on voit le pape devant, c'est magnifique. C'est Rodin qui avait fait ça. Mais déjà, l'idée de faire venir le pape, c'est... je serais pour faire, je dirais, est-ce que vous avez senti que juste après, il va se passer ce qui va se passer? Bon, je pense que ça, c'était au niveau de l'État. Hein. Je pense que c'est l'État qui avait sollicité cette idée. Oui, le pape lui-même. Oui, mais t'organisais ça. C'était quoi la pression par rapport à ça? Immense. C'était énormément de monde. Il y avait l'aéroport de Ndolo, il y avait des plats de partout. On avait 7 sites à gérer. D'abord, il faut créer l'identité graphique de l'événement, avoir un fil rouge qu'on va suivre durant l'événement, avoir 7 sites à gérer, faire le branding de ces sites-là, identifier des personnes qui peuvent donner vie à la pub. On a fait une chanson, je pense, Boye Belabo avec Luc Gillon. Ah oui, c'était très bien, ça rentrait dans la tête. Oui, c'est resté encore juste... Aujourd'hui, je vois des gens chanter encore cette chanson. Donc, c'est tout un travail et c'est près de 500 personnes à gérer. Il faut les nourrir. Il faut veiller à ce que la salle de presse, avec toute la presse internationale, il fallait acheter des... Non, c'était une expérience inoubliable jusqu'aujourd'hui. Oui. Et félicitations à toute l'équipe. Hein. C'est un travail d'équipe. Hein. Il y a Alice qui était là. La chanson, on l'a toute chantée. Et il y avait... c'est un travail d'équipe. Et ça a permis qu'on puisse... le t-shirt du pape et la casquette jusqu'à présent, genre comme ça. Mon mari porte ça à tout moment. Mais oui, c'est encore aujourd'hui. Mais vous voyez que ce genre d'événements qui ont une portée internationale permet de mettre la RDC sous les feux des projecteurs, mais d'une manière différente. Positive. Ouais. Hein. Il faut créer ce genre d'événements, peut-être pas seulement dans la musique, mais on a tellement une culture riche. Ça peut être aussi une biennale de l'art contemporain, une biennale du design. Hein? Il y a le festival de la rumba et de l'élégance. Oui. Et si le Congo m'était chanté, t'as créé tellement d'événements et de festivals. Gospel Day et tout ça. Gospel Day, le Festival international du gospel. Et ça, c'est dans le but de vendre ce que j'appelle le soft power congolais, qui est un des plus puissants au monde. C'est pour ça personne n'était surpris de te voir au ministère du Tourisme, en fait. Tu étais déjà ministre du Tourisme. Il y a des gens qui me connaissaient parce que je suis pas, personnellement, je suis pas le genre de personne qui se met tout le temps de l'avant. Mais pas trop réseau, pas trop pas trop réseau. Je n'ai même pas d'Instagram. Mais si tu vois un Instagram, c'est que quelqu'un le gère que je veux même pas voir là. Donc, je suis sorti de Facebook. Je suis pas tellement réseau. Je préfère que mon travail parle pour moi. Et quand je parle de soft power, c'est important parce que quand tu parles de soft power, tu as la musique.
Ouais. Tu as la gastronomie. Tu as tout ce qui est mode. Tu as l'art. Tu as le tourisme. Toujours. Hein, le tourisme, parce que le pays est doté d'une richesse touristique inégalée ou inégalable en Afrique. Il y a des animaux qu'on appelle endémiques qu'on ne retrouve qu'ici. Comme l'okapi. L'okapi, il y a le bonobo, le fameux bonobo. Et même le petit quilou en café ne se trouve qu'au Congo. Voilà. Ça, c'est au Congo central. Hein. C'est du côté de Boma. Là. Oui, c'est ça, Congo central, Quilou, Kwango. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses rares en RDC qui permettent de dire, bon, si on veut, par exemple, organiser un événement sur la RDC à Times Square, mais on a des tas de choses à présenter. Ouais. Et on peut faire ça dans des capitales où on veut attirer le regard des gens sur la RDC d'une manière différente. Parce que malheureusement, à cause de toutes ces années de guerre imposée, ce que les gens perçoivent souvent de la RDC, c'est le viol des femmes, ces guerres atroces et tout. Donc, il y a un travail à faire pour changer l'image, positiver sur la RDC, dire oui, on a vécu la guerre. Oui, il y a eu des massacres, mais au-delà de ça, on est résilient, on se relève, on regarde droit devant et on a un potentiel qui permet de relever ce défi et de reconstruire ce pays de manière extraordinaire. Quand je vois tous ces immeubles et tout, je vois ces routes, on sent qu'il y a un dynamisme. Malgré cette guerre, on n'a pas réussi à freiner l'élan que nous avons pris. Et ça va continuer, ça va continuer. On a un des pays qui a un des taux de croissance les plus importants sur le continent. Je pense qu'on parle de 6,5% de croissance et tout ça, malgré la guerre, bien que ce soit essentiellement, pour l'instant, assis sur le secteur minier. Mais au-delà du secteur minier, on est un grenier naturel du monde. Mais attends. Didier, tu nous parles trop maintenant du Congo. On va revenir sur toi. Parce que là, on est parti sur une dissertation sur le Congo, le potentiel, le futur. Ouais. On revient un peu sur toi. T'as jamais eu envie d'abandonner? Je faisais un peu la diversion. C'est ça. Non, mais il savait qu'il va revenir. Est-ce que t'as jamais eu envie d'abandonner? Parce que, tu fais des événements de grande envergure, t'as accompagné des grandes sociétés, on va pas les nommer, sponsorisez-nous et on va vous nommer, on va pas vous nommer. Donc, t'as accompagné vraiment des multinationales. On a l'impression que tout te réussit. Est-ce qu'il y a pas un moment où tu t'es dit, ouf, non, sans moi. Bon, c'est vrai qu'il y a, dans la vie d'un entrepreneur, il y a des hauts et des bas. Mais justement, il faut savoir se relever. Se relever, c'est pas toujours évident. Et quand on fait quelque chose d'abord par passion, c'est plus facile de continuer. Parce que si c'est l'argent qui est votre moteur, ça c'est vrai. Quand il y a plus d'argent, vous arrêtez. Vous comprenez? Mais quand votre leitmotiv, ce qui vous drive, c'est pas forcément l'argent. L'argent est nécessaire. Hein. C'est un bon serviteur, mais un mauvais maître, comme aime le dire mon père. Hein. Mais si vous avez la passion, vous allez continuer, même si vous relevez. Mais si c'est seulement l'argent, il faut pas trop miser là-dessus. C'est important. On paye pas ses employés avec la passion. Avec l'amour. Hein. Et l'amour et l'eau fraîche et tout. Non. Mais c'est important d'avoir cette passion. C'est ce qui permet de ne pas s'arrêter. Mais après, moi, j'ai envie quand même de savoir, communication, journalisme et tout ce qui va avec, bim, politique. Vous aviez dit tout à l'heure que déjà la communication, si c'est cette partie, étant marié à un publicitaire, il faut avoir une patience quand même, comprendre qu'il fait pas exprès, qu'il est là mais il n'est pas là. Dès ce qu'on entend de la politique, les politiciens ne sont jamais là. Ça veut dire, tu n'étais déjà pas là. Les publicitaires, elle revient sur le mariage, son bébé. Ça c'est mon chouchou. Tu n'étais déjà pas là. Après, tu embrasses la politique, tu n'es pas encore là. Comment ça se passe, cet équilibre? Comment vous avez fait pour basculer? Et est-ce que ça n'a pas perturbé un tout petit peu l'autre côté? Ou encore l'autre? Je pense que l'avantage, comme tu viens de le mentionner, c'est que comme j'étais déjà pas là. Occupé, merci
à mon épouse parce qu'elle a pris, encadré les enfants. Je suis très fier de ces femmes qu'elles sont devenues. Hein. Donc, en passant à la politique, je pense qu'il y avait déjà un rythme de travail que je peux, moi je peux pas rester dans mon lit jusqu'à 7 heures du matin. Oula. Je peux pas. Donc, j'ai une horloge. Jamais à la retraite. Ça, j'ai déjà, madame. Oui. Ça, c'est vraiment les personnes qui aiment trop travailler. Une horloge, là, comme ça, je me réveille. Et je dois bosser. Mais je suis quand même, souvent, je suis en couche tôt. Mais je me réveille quand même tôt. Donc, le fait de passer à la politique n'est pas venu par hasard. Je pense que malgré moi, j'avais déjà sûrement ce gène politique dans mes veines. Mais en fait, tu étais déjà ministre du Tourisme avant d'être ministre du Tourisme. Maybe. C'est ça. Je vendais déjà le pays. Tu étais déjà au service du pays. Du pays, oui. Bien sûr. Donc, c'est peut-être ce côté familial. Et puis, à un certain moment, je trouvais que les actions que j'avais, même pour justement vendre le Congo à travers des événements comme le Festival international de la Rumba, s'arrêter parce que quand au niveau politique, ça ne suit pas, ça s'arrête. Ça bloque ton élan. Si la politique appuie certaines initiatives, elles ont plus de chances de devenir des grands projets. Ce qu'on a d'ailleurs réussi à faire avec le Festival mondial de la musique et du tourisme, parce que j'étais dans le sillage politique. Donc, progressivement, je me dis, bon, tiens, ça bloque. Alors, je me suis engagé politiquement. Il fallait d'abord faire un choix. Et je ne citerai pas le parti, mais je choisis un parti qui n'était pas forcément connu, où j'ai pu faire mes classes tranquillement. J'ai commencé vraiment à la base. Peut-être qu'un jour, moi aussi, j'irai un peu dans cette histoire de politique, là, pour un peu aider les entrepreneurs. C'est juste une question de temps. Bonjour, monsieur le président. Question de temps. Donc, progressivement, je suis arrivé à gérer un district. Et puis voilà, je suis entré en politique. Et un matin, je me réveille ministre comme ça. En train d'apprendre comment ça se passe en politique. Ouais, et puis je dis, bon, tiens. Et je me suis mis à 100 à l'heure dans ce que je... Parce que j'aimais ça que je faisais. C'est ça, la passion revient toujours au centre. Même en politique, dans tout ce que vous faites, il faut d'abord chercher à savoir, est-ce que ce que je fais me plaît? Si ça vous plaît, pendant que les autres vont travailler, vous allez vous amuser. Et quand on s'amuse, bon, écoute. Moi, je vais te montrer la photo de quelqu'un. Oui. Tu vas me dire, qu'est-ce que tu dirais à cette personne était en face de toi. D'accord. Après avoir vécu tout ce que tu as vécu, après nous avoir dit tout ce que tu nous as dit sur la passion, le dévouement, etc. Est-ce que tu connais cette personne? C'est moi, il y a combien? Une vingtaine d'années, une dizaine d'années? Oui. Non, ça c'est il y a 16 ans exactement. Wow. C'est au lancement du magazine Optimum en 2009. 2010. Lancement du magazine Optimum en 2010, oui. Qu'est-ce que tu dis à cette personne? Félicitations pour le chemin que tu as accompli jusqu'ici, ce que tu as passé comme épreuve et réussi à transcender. Mais la route est encore longue. Il faut continuer à rester optimiste. Optimiste. Hein. Je suis un optimiste réaliste. Croire en ce que tu fais, avoir des amis avec qui tu peux passer du temps, te sacrifier pour ta communauté, pour tes amis, tes frères, être là pour eux, et surtout voir comment continuer à apporter ta pierre dans la construction de l'édifice RDC. Optimum. On va parler un peu madame. Quand vous donnez l'attention, c'est bien. Et puis en plus, le madame, là... tu vois, ce madame, ça a un peu d'huile, quoi. Ouais. Optimum, à ce moment-là, vous lancez Optimum. J'ai envie de connaître, c'est une curiosité de ma part. Il faut quand même dire que dans le monde publicitaire, il y a cette concurrence un peu comme dans le café aussi. Il faut avoir des nerfs, il faut être Ticia pour s'appeler reine du café, il faut oser. Oui. Comment vous avez pu gérer les autres concurrents pour rester là où vous êtes? Parce que quand on parle de grandes agences, on peut pas sauter.
Comment vous avez fait pour maintenir cette place? Dans un pays aussi difficile, où Sérieusement. parfois, les gens ne restent pas avec vous. Mais vous allez former quelqu'un, puis la personne part, ou alors puis la personne pique Des dans coups la bas caisse, aussi. les coups bas, c'est Ouais. difficile en fait. Bon, d'abord, c'est comme un cycliste. Hein. Quand vous êtes dans une course, faut pas regarder le concurrent. Faut le regarder de temps en temps, mais faut pas avoir les yeux braqués sur lui parce qu'il y a peut-être un Risque de vous obstacle distraire. devant vous. Donc, il faut regarder ce que j'aime font bien. les autres, hein, mais il faut rester focus sur son objectif. On entre c'est comme dans un combat de boxe, quand on est dans le ring. Si tu n'as pas l'œil sur ton adversaire, tu risques de recevoir un coup. D'un coup, c'est Donc, ça. tu regardes quand même, mais moi, je préfère le cycliste parce qu'il est focus sur l'objectif. Où est-ce qu'on va? Et tu pédales, mais en même temps, tu réfléchis. Et en même temps, tu regardes. Tu regardes à gauche et à droite. Donc, il faut avoir, comme on dit en québécois, des yeux autour de la tête. Ouais. Tu regardes. Mais l'objectif doit toujours être là. Et savoir se relever quand même. Hein. Comme l'a dit Ticia, on forme des éléments. Tu dis, bon, tiens, lui, je pense que si je prends ma retraite, Ça sera lui. ce sera lui. Mais peut-être que la personne n'a pas d'autres ambitions. C'est ça. Et elle s'en va et il faut que tu reconstruises. Il faut apprendre à C'est reconstruire. L'environnement économique, le monde des affaires ici, évidemment, maintenant, je vois qu'il y a comment des compagnies d'assurance qui viennent, mais quand nous, on a commencé, il n'y avait pas ce genre de filet qui permettent de dire, bon, j'investis dans les assurances pour que j'assure à mes équipes une vision sur les 5, les 10 prochaines années. Donc, souvent, c'est le ou la COVID? Le Covid. Le Covid, hein, je sais jamais faire la différence. A failli porter un coup à beaucoup d'agences. Et ceux qui ne sont pas adaptés, je me rappelle que nous, pendant cette période-là, on a fait du télétravail. Et j'ai déplacé aussi l'équipe chez moi à la maison. Ah, ça. On mangeait. Mais attends. Ça sonne vraiment de publicitaire. Oh là là. Quand je sais pas, travailler à la maison, que la maison devienne aussi le bureau. Bon. Mais après, madame doit comprendre. C'est des formations professionnelles, hein? C'est des formations Oui, professionnelles. mais parce qu'on devait fournir le job à nos clients. Et c'est pendant cette période qu'on a eu l'idée de faire, d'ailleurs, c'est resté, j'ai vu un truc de Losambo, avec un télécom dont je ne citerai pas le nom, où les gens pouvaient suivre en ligne la prédication de certains pasteurs. Donc, c'est ça la capacité de rebondir et de s'adapter aux circonstances. C'est génial. Ne pas se laisser submerger par les problèmes, par les aléas de la vie et être capable donc de se dire, tiens, il y a un problème, quelle est la solution? Je suis toujours en termes de solution, hein, moi. C'est ça que j'essaie d'inculquer à mes collaborateurs. Voilà, problème, solution. On va peut-être pas résoudre ça à 100%, mais peut-être à 50, 70%. Et ce qui permet justement de continuer à avancer. Never stop. C'est un peu comme le truc de la pub de Johnny Walker, là. En train de tourner. Hein? Je connais pas Keep cette walking. Ah, Keep Walking de Johnny Walker. Continue d'avancer. Ouais. Ah, le whisky, hein, je sais que toi, tu es plutôt vin et fromage. Hein? Oui. Et café. Et café. Ouais. Non, mais dans mon métier, Oui. du journalisme, par exemple, et de ce que je fais en dehors de ça, je peux suivre Ticia, elle m'inspire. Peut-être aujourd'hui les gens copient, ça c'est clair, sûrement on a copié une de vos pubs, je sais pas comment vous avez fait, mais quand même ça arrive que celui qu'on appelle adversaire devienne notre source de motivation. Dans la pub aussi, c'est la même chose. Bon, ce qu'on appelle, je connais pas le terme en français, on appelle ça un benchmark. Hein? C'est comme une référence, hein? Un étalon de quelque chose qu'on dit, bon, voilà mon benchmark est là. Dans un monde global où nous vivons actuellement, ton benchmark ne doit pas être seulement local. Ok. Une fois, je me balade je faisais un peu le client secret, là, je vais voir un peu où on a placé mon magazine.
j'entre dans un supermarché, je trouve qu'on a mis le magazine Optimum dans le rayon magazines internationaux. Je dis, mais papa, ça c'est un magazine congolais, mets-le avec les autres magazines. Il dit en lingala, oh, ils ont awate, ils ont poto. Ah, parce que la Tala. qualité. Oui. Donc, tu vois, la qualité et le benchmarking qui était le mien. Évidemment, on regarde Vanity Fair, on regarde GQ et tout ça, Challenge et autres. Donc, tu mets ton positionnement à ce niveau-là. Ce qui fait que même quand je prends ce magazine et que je l'amène dans un autre pays, j'ai pas gêné à le montrer. Donc, vrai, il faut regarder la concurrence au niveau local, mais il faut se positionner, surtout avec un pays qui a 9 frontières. C'est ça. On doit absolument que le café quinoise, quand je le regarde, je le mets à côté d'un café kényan, tanzanien ou d'un autre pays limitrophe. Non, il y a, c'est sa réponse standard. On doit arrêter de se comparer entre nous et de se battre entre nous. Essayons de nous battre surtout avec... ça. avec surtout ça. Se battre pour rien. Il faut monter le niveau. Il faut monter le niveau. Allons à un autre level, qui est un level global actuellement. C'est ce qu'on doit inculquer aux jeunes qui se lancent en affaires, qui vendent l'innovation. Le jeune de l'ISTI qui fait un véhicule qui utilise l'énergie solaire ou autre, son benchmark est international. On va pas dire non parce qu'il est congolais, bon, on peut faire... Non. Oui. Quand il rentre dans la compétition, il doit être capable d'affronter les meilleurs au niveau international. En fait, c'est se donner de l'ambition. L'ambition. Quand je vais dans une conférence internationale, je n'ai aucun... comment dirais-je ça? Je n'ai aucune gêne, je n'ai aucun complexe. C'est ça le mot que je cherchais. Je n'ai pas de complexe. Mais je sais que pour m'exprimer et être compris par un public global, je vais être capable de m'exprimer au moins en anglais. Je vais être capable de comprendre au moins les codes du secteur dans lequel je suis impliqué. C'est pour ça que c'est important, justement, de voyager ou alors même avec Internet, de voir ce qui se fait ailleurs. Et moi, j'ai une anecdote. Il n'y a pas si longtemps, on est allé ensemble voir un des directeurs d'un hôtel international. Le magazine Optimum, avant même d'introduire, c'était un magazine. Il a fait non, c'est bon, j'ai exactement compris quel genre de magazine c'était. Wow. Parce qu'en regardant juste le magazine, la couverture, il a dit juste en regardant la couverture, le grammage du papier, tout est dans ce genre de détails. En fait. C'est ça qui est important. Nous devons arrêter de nous mettre des crocs en jambes entre nous, de vouloir la compétition, bien qu'elle soit locale, maintenant elle est à un autre niveau. Avec les 9 frontières, avec cette zone de libre-échange économique, je pense qu'on est dans 3 zones de libre-échange, la RDC, parce que vu que nous avons un pays qui est un sous-continent, on a plusieurs frontières, on doit aller voir ce qui se fait chez les pays voisins et mettre notre benchmark à ce niveau-là. Et voilà, le café de Tissia peut aussi bien concurrencer le café tanzanien, ougandais ou d'un autre pays limitrophe. Et à ce moment-là, quand elle va prendre son produit, quand on va ouvrir les frontières, elle n'aura pas de mal à le mettre dans un supermarché tanzanien, kenyan et autres. Celui qui fait celle qui fait des robes, celui qui fait des chaussures ou dans le design doit arrêter. Et même si je parle des pays limitrophes, mais j'ai vu des gens réussir dans des produits au niveau international, sur le marché américain, avec l'AGOA, le trade pour le libre-échange, où il y a une centaine, 300 à 500 produits congolais qui peuvent être vendus sur le marché américain. Et le café de Tissia, la confiture de je sais pas, Madame X, doit se positionner pour dire, bon voilà, quelles sont les normes de la Food Administration, ils ont une sorte de OCC américain, pour dire, bon, ce produit correspond aux normes, donc elle doit se conformer à ces normes-là. Et si elle se conforme déjà à ces normes qui sont très élevées au niveau international, ce sera encore plus facile au niveau africain. Élevons les niveaux. Enfin, j'ai envie de savoir aussi, moi je pense, peut-être vous communiquez bien, vous connaissez les codes de la communication, comme on dit. Oui. Est-ce que, étant aujourd'hui ministre, c'est plus facile pour vous
aujourd'hui de communiquer parce que vous avez déjà une autre casquette. C'est plus facile aujourd'hui de parler du Congo. C'est encore plus facile pour vous de vendre le Congo dans sa meilleure partie qu'avant. Ça a rajouté quelque chose? Bon, en fait, j'ai toujours commencé à le faire bien avant. Donc, c'est pas quand je deviens ministre que je commence à vouloir vendre le Congo. En tant que publicitaire, je prends un exemple d'une pub qu'on a fait pour une compagnie. J'utilisais déjà des chansons. Par exemple, la chanson de Calais, la Afrika Mokili Mobimba. On utilisait pour la pub d'un truc. Donc, je vendais déjà la culture congolaise, non seulement à travers sa musique, mais aussi dans des façons d'être qui nous sont propres. Quand on dit que le Congolais est un sapeur et tout ça, on dit oui. Quand on est sapeur, c'est plus extravagant. Le Congolais est élégant. Hein? Et l'élégance est beaucoup plus englobante. Et dans nos pubs, dans notre façon de faire, on doit vendre ce côté élégant congolais. Hein? Il faut vendre le Congo sur toutes ses facettes. Transformer ce qui peut être dit négatif, sapeur, non, élégant. Société des ambassadeurs et des personnes élégantes. Même la SAP, c'est ça. Les femmes congolaises, même si tu remontes à l'époque, des années 70, il y a un ami camerounais qui me rappelle, il dit, bon, tout le monde est habillé en costard, cravate. Et puis, et les femmes en robe. Et puis, les aérois sont arrivés. Avec leur... Abakos. Qui veut dire, entre parenthèses, abat le costume. Hein. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, Abacoste. ça m'avait dit. Abacoste, les mamans en pagne et tout ça, avec un turban de... Ben, quand ils sont partis, mais tout le monde cherchait un tailleur de poing pour se faire un Abacoste. Et les femmes ont commencé à acheter des pagnes. Donc, tu vois, il y a ce côté un peu de précurseur que le Congo a. Et on doit utiliser nos forces. Quand tu fais ton tableau SWOT, là, force, faiblesse, opportunité, menace, tu fais le SWOT du Congo et tu vois quelles sont les choses que nous pouvons utiliser pour mieux vendre notre pays, pour attirer les gens dans ce pays. Et c'est des choses que on a eu à faire et qu'on peut continuer à faire. On le fait souvent pour nos produits en tant qu'entrepreneur, mais c'est vrai que c'est intéressant de le faire maintenant au niveau du pays, même pour notre propre identité. Mais et là, je reviens sur ce que tu as dit, c'est cette capacité à travailler ensemble. Imagine, toi, tu es dans le café. Ruth est dans la mode. Une telle autre est dans tel secteur. Faites toute une sorte de conglomérat ou quoi. Où vous dites, bon, toi, tu vas t'occuper de ce secteur, moi, et puis on va réunir des fonds et on va aller à la foire internationale des produits tropicaux. Quoi. Vous avez votre stand et vous vendez la RDC à travers ça. Il ne faut pas toujours attendre que ce soit l'État qui fasse ces choses-là parce que on vient de traverser une période, je pense qu'elle est terminée maintenant, assez difficile, où on nous a imposé une guerre qui a fait plus de 30 ans maintenant. Et l'État a dû prendre ses ressources et les affecter à la guerre. Ouais. À ce moment-là, le privé peut prendre le relais. L'État, par contre, doit offrir le cadre, le climat des affaires le dont fameux on parle. L'écosystème. Les villages touristiques. Ça, c'est autre chose, ça. J'en ai parlé. Oui, tu m'en avais parlé. Oui, hein. Ça, c'est l'écosystème. Mais là, c'est l'écosystème des affaires. Il s'améliore. Je sens que même au niveau de la FEC, il y a plus de collaboration avec l'État. Ils sont plus du tout en bras de fer, ce qui est aussi important. Et je pense qu'on va s'acheminer tranquillement vers un climat des affaires, surtout avec cet accord que le chef de l'État vient de signer, qui va permettre justement cette poigne américaine, parce que là, ils mettent leur... Là, j'arrête encore une fois. Là, on est en train de reparler maintenant du pays. On va revenir mais je peux pas m'en empêcher. Non, mais après, j'ai l'impression que le pays sans le vouloir, c'est en lui, au fait. Il y a des empreintes de RDC. Bon, quand j'en reparle, tu me poses. Moi, j'aimerais même revenir sur le mot optimum. Optimum, tu nous as dit que tu es optimiste réaliste. Oui. Est-ce que tu peux encore nous dire une autre qualité, mais aussi un autre défaut pour que les gens te connaissent aussi un peu plus? Le défaut, je pense que je suis perfectionniste et parfois ça peut agacer. Surtout dans le mariage.
Ouais, je suis quand même perfectionniste. Ça peut parfois agacer. Mais c'est bien de s'en rendre compte. Ouais. Parfois, les gens se disent, on a suffisamment fait, c'est bon et tout. Moi, je vais quand même trouver le petit truc là et tout. Et on recommence, allez. Ça veut dire que vous vous challengez tout le temps, en fait. Hein? En train de se challenger. On parle de professionnel. Je suis moins, comment dire, exigeant. Moins exigeant quand même, mais moins du point de vue émotionnel. Ok. Ouais. Il y a vraiment une différence entre le Didier au travail et le Didier dans la vie personnelle. Oui, parce que au travail, je peux parfois être un tyran. N'est-ce pas? On regarde dans la caméra. Non, mais ça dit que là, elle est en train de découvrir un autre Didier. Ouais. Au travail, je peux parfois être un tyran, mais dans la vie courante comme ça... Mais je suis pas un tyran qui crie. Enfin, je mets une pression douce. J'ai envie de poser une question. Avec une intransigeance. Oui. Les genres de questions que j'aime. Oui. Comment ça se passait avec les filles à l'école? Mes filles, mes enfants? Non. Pendant que vous étiez adolescent, comment ça s'est passé? Parce que quand vous parlez de « je suis tyran, je suis perfectionniste », j'ai envie de comprendre un peu votre période. Non, c'est pour ça que j'ai parlé du point de vue émotionnel, c'est différent. Ah, vous êtes un peu... je suis pas du tout le tyran ou le dictateur, non, pas du tout. Je suis dans l'échange, la compréhension, la collaboration et la croissance mutuelle. Mais en tant que CEO... Comme je suis quelqu'un qui privilégie beaucoup l'intellect, je dois avoir du répondant du point de vue intellectuel. Ah, Seigneur, ça veut dire que... Attends. Ça veut dire que vous... Je rentre dans ma casquette. Ça veut dire que vous, là, le choix, ça n'a pas été facile, hein? Bon, aujourd'hui, Madame Didier, ça veut dire qu'il faut avoir un cerveau. Faut avoir un cerveau. Non, mais sinon, il faut toujours... c'est genre casting. Mais il faut toujours se challenger dans la vie personnelle ou professionnelle. Ouais, ce que j'aime bien, c'est que même pour tes filles, ça leur donne aussi le fait qu'elles vont pas accepter n'importe qui. Attends, il faut un papa et un super papa, donc super entrepreneur, il aime le Congo, il a été ministre du tourisme et consorts, elles vont pas accepter le premier venu. Imagine un peu son genre. Imagine être son genre. Non. Monsieur, justement, tu vas être à la hauteur. Ouais. Mais bon, c'est pas nous qui faisons les choix, hein. Oui, aussi. À ce niveau-là, c'est... Non, mais juste l'idée de vous rencontrer. Genre, tu veux rencontrer mon père? Il est qui, mon père? Il a fait ça, il a fait ça. Oh non. Ah, bon, j'ai été aussi jeune. J'ai pas commencé directement au niveau où je suis aujourd'hui. Ah, il y a cette compréhension, donc il faut être quand même ouvert. Ouais. Mais il faut quand même qu'avec le gendrier, cette capacité d'échanger. Et on n'est pas déçus jusque-là. Mais vous êtes quand même les genres de père un peu rigoureux, quoi. Avec les filles. Papa gâteau. C'est clair. C'est sûr. Oh là là. Papa gâteau. Hein? Comment il aime le Congo comme ça, il peut que aimer ses filles. Papa gâteau. Moi, ça m'est arrivé de dire, bon, c'est bon, j'arrête. J'arrête parce que on met trop les bâtons dans les roues. J'arrête parce que c'est trop intense. J'arrête parce que je savais pas que ça serait comme ça. Est-ce que ça vous est arrivé de vivre ce moment-là? Peut-être une pub lancée qui n'a pas marché, le client qui réclame son argent, je pensais pas que j'allais pas vendre, ça arrive. Est-ce que ça vous est arrivé? Il y a un livre que, je me rappelle plus le nom de l'auteur, mais le titre c'est « Quit ». Savoir quitter au bon moment. On s'attendait pas à ça. Mais moi, ça me parle parce qu'on prend un business, j'ai pas su quitter au bon moment. Savoir quitter au bon moment. Et un des exemples qu'on donne dans ce livre, c'est Mohamed Ali. Quand il combat contre George Foreman ici en RDC, Rumble in the Jungle. Donc, il a reçu des coups parce que Foreman, apparemment, le coup de Foreman, ça avait, je sais pas moi, 50 kilos de trucs. Il a reçu quelques coups. Et quand il revient, son entraîneur et le médecin personnel lui disent non, tu as reçu beaucoup de coups. Il faut commencer peut-être à ralentir. Mais comme il avait quand même des soucis un peu au niveau financier, et beaucoup de dépenses,
il a continué, jusqu'à ce qu'il ait reçu tellement de coups que vous avez vu qu'il a terminé avec Parkinson et tout ça et tout. Parce qu'il n'a pas voulu arrêter quand on lui a dit stop. Donc, il faut savoir quitter au moment opportun. Parfois, c'est des moments de grande gloire. Et c'est toujours plus difficile de quitter à ce moment-là. Parfois, c'est des moments où on a vraiment atteint le fond. Ou si on quitte, on risque de rater peut-être une perle. Ouais. Donc, il faut savoir jauger. Et moi, je me fie beaucoup à mon intuition. Okay. Un businessman doit être quand même assez intuitif. Il doit percevoir et voir des choses que les autres ne voient pas. Là où les gens voient des problèmes, lui doit voir des opportunités. Donc, il faut savoir quitter certaines choses. Je prends un exemple concret. Il y a... je faisais l'événement de gospel à l'époque. J'étais le premier à le faire, à remettre le gospel à l'ordre du jour. Et puis, je commence à investir mes propres deniers parce que les sponsors ne viennent pas. Donc, ça devient un gouffre financier. J'ai dû prendre la décision difficile de dire non, là, j'arrête. Surtout que mon épouse me regardait un peu de travers et tout. Mais c'est ça, il faut savoir à un moment donné dire stop, j'arrête. Ouais. Un projet, pas ta mission de vie. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est une mission de vie. C'est continu. C'est-à-dire que tu viens pour combler un besoin. Avant Tissia, il n'y avait pas toujours... il n'y avait pas ces produits raffinés qu'on voit sur une table comme ça. Elle a comblé un besoin qui n'est pas seulement au niveau local, qui peut être au niveau régional et pourquoi pas au niveau international. Je pense qu'il y a une place pour ça. Comme elle a dit, le Petit Cuilou, c'est un café qu'on ne trouve qu'ici, donc il y a un potentiel. Savoir quitter, oui, il faut parfois le faire. Et ne pas toujours attendre que ce soit vraiment désastreux, que tu croules sous les dettes. Parce que les gens ne savent pas aussi que l'entrepreneuriat, à un moment donné, ton investissement personnel ne suffit pas. Il faut que tu ailles voir les banquiers. Et comme on n'a pas véritablement encore ici des banques d'investissement et des banques d'affaires, on se retrouve souvent, si on n'a pas les bonnes connexions, avec des taux usuriers. C'est des taux, par exemple, de 16%, 14%. Si on te donne un 12%, tu es chanceux. Mais tu ne trouveras jamais un banquier qui te donne du 6%, là. Pour un prêt. Donc, il y a évidemment, il y a pour les jeunes comme vous qui avez moins de 35 ans, il y a ça n'a pas duré longtemps. Il y a le FOGEC, il y a d'autres outils que l'État est en train de mettre en place sous la supervision du chef de l'État, sous l'impulsion du chef de l'État. Donc, il y a des choses comme ça, mais nous, non, on n'a pas eu cette chance-là. Donc, il fallait souvent aller. Donc, plus tu t'acharnes, plus tu t'entêtes sur un projet, tu peux arriver à un moment où tu n'es plus sauvable. Donc, il faut savoir quitter à temps. En fait, il faut savoir la différence entre la résilience et l'entêtement. Bon, il faut avoir un peu d'entêtement quand on est entrepreneur. On est résilient, on reste entrepreneur, on se relève, mais on ne peut pas s'entêter dans un projet qui ne marche plus. Oui. Et quand tous les signaux sont au rouge, quoi. Ça t'est déjà arrivé à la fin d'un événement, c'est peut-être le premier ou le dernier jour, tu as les larmes. Tu te dis, j'ai tellement souffert pour que cet événement voit le jour. Là, enfin. Et tu as une émotion, en fait, qui est vraiment personnelle par rapport à ce que tu as réussi à créer. Tu vois la joie des gens qui sont là. Je pense au pape, mais ça peut être autre chose. Où les gens se lancent en disant, c'est magnifique, il est là, ils sont contents d'avoir leur t-shirt. Mais toi, c'est un fiasco financier, c'est ça? Non, pas forcément. Mais toi, tu as une émotion parce que tu te dis, je l'ai fait. Malgré les difficultés, malgré le fait que peut-être à un moment donné, ça manquait de sponsors, peut-être à un moment donné, quelqu'un m'a laissé tomber au dernier moment, qu'il y avait une coupure d'électricité qui a duré 5 heures et comme par hasard, les lampes se rallument. En fait, finalement, je l'ai fait. Mais je suis quelqu'un... Je suis extraverti, normalement. Les gens voient que je suis extraverti. Mais dans les émotions, je suis introverti. Tu montres pas facilement tes émotions. Non, je pleure à l'intérieur, je suis souvent content à l'intérieur, mais j'ai toujours une certaine difficulté. Je vois une psychologue qui est en train de me regarder.
Tu vas pas me faire, tu vas pas me faire une séance de psychologie. Non, mais en fait, je suis en train de me dire juste, c'est lui là, comment il a dragué? Hein? Comment vous avez dragué votre femme? Parce que tout est... Hein? Genre... Non. Elle veut savoir cette histoire Ça, c'est un de autre registre. comment c'était l'adolescence, comment... dans un terrain la que femme. sur lequel je vais jamais aller. Non, mais faut pas ça. Non, mais parce que il faut quand même parler, hein. Oui. Ben oui. Et s'il faut être votre femme... Non, je dis que je suis extraverti. Là, je m'exprime bien avec vous. Non, je suis Oui, ouvert. extraverti. Hein. Mais le je t'aime, c'est difficile à sortir. Oui. Il va l'écrire... Donc, vous étiez venu ici pour me faire... Ça traque là, en fait, notre Il est podcast. peut-être du genre à écrire et puis une rose. Enfin, elle va comprendre. Hein. Ouais. Mais Non, non, avec les équipes, l'intériorisation alors. Non, avec les équipes, je vais les encourager. Félicitations, well done et tout ça. S'il y a un truc à partager un peu, on partage et tout. Oui, voilà, ils motiver, continuer la motivation. Mais pleurer ou exprimer... une émotion... c'est pas évident. Mais je sais pas, c'est pas sur c'est plutôt sur votre équilibre. Oui. Qu'est-ce qui vous maintient? C'est beaucoup de pression. Hein. C'est peut-être la foi. Parce que faire 2 événements sur le gospel, il faut être aussi croyant. Tu as touché une chose très importante. Je suis chrétien et pratiquant. Ok. Donc, la foi me permet de garder cet équilibre, non seulement en tant que personne, mais aussi de me ressourcer et de savoir qu'il y a, au-delà des humains, un être suprême qui est là pour m'accompagner dans les... Et souvent, ça a été le cas. Après des périodes difficiles, la foi m'a permis de rester debout. La pratique de la chrétienté m'a permis de rester debout parce que tout est dit dans ce livre. Tout est dit. Des déceptions, les trahisons, tout est là-dedans et il y a les réponses à l'intérieur. Voilà. C'est un guide. Tiens, David, par exemple, face à Saül, comment il a réagi et comment il a pu sortir de là. Pour Moïse, face à la mer Rouge, c'est des épreuves qui nous arrivent, pas dans ce sens-là qui est parfois imagé, mais qui sont dans la vie de chaque jour. Et les réponses sont là pour dire, bon voilà, là il faut rester debout, là il faut avancer. Elle a touché un point essentiel, au-delà de la résilience qui peut être personnelle, au-delà de la foi qu'on a en soi, il y a cette foi en Dieu qui est très importante pour maintenir l'équilibre. Je crois que tous les entrepreneurs qui réussissent, mais surtout qui réussissent à ne pas abandonner, souvent c'est la foi. Ça maintient. Hein. Ouais. Ça bouche un peu les oreilles à ne pas écouter la négativité. Surtout à se dire, il me laissera pas tomber. Ouais. C'est un coup dur, mais ça ira. Et cet optimisme, on retombe encore sur optimisme, mais c'est incroyable. Et cet optimisme, justement, permet de ne pas baisser les bras. Tout à fait. Est-ce que tu te rends compte que pour beaucoup d'entrepreneurs, tu es aussi comme une légende? Est-ce que tu te rends compte de ça parfois? J'ai, de mon père, appris une chose importante qui est l'humilité. Quand tu restes humble, ça te permet d'éviter de recevoir certains coups et de mieux encaisser certains coups parce que tu es là, tu es zen, humble. Quand tu te gonfles les biceps, c'est tout, hein, que tout le monde verra à quel moment tu te gonfles plus les biceps. Mais si tu es zen, humble, tu maintiens une certaine vitesse de croisière. J'ai gardé pratiquement les mêmes amis depuis plusieurs années. Même quand je suis devenu ministre, c'est les mêmes amis. Il y a une chose qui est vraie, c'est que tu n'as pas changé. Peu importe tes casquettes. Parce que moi, j'ai connu le Didier homme d'affaires qui m'a fait confiance pour que je puisse distribuer mon café pendant l'événement du pape. Mais aussi le Didier ministre qui m'a aussi fait confiance pour rencontrer les jeunes dans le cadre de mon association qui s'appelait Échangeons. Et alors qu'on pouvait avoir des lourdeurs, hein, il y a certaines personnes, dès que elles deviennent ministres, c'est plus le même numéro de téléphone. Tout d'un coup, le téléphone est décroché par l'assistant de l'assistant de l'assistant. On n'arrive même plus à joindre la personne.
Toi, tu es vraiment resté le même. Et même quand tu as rencontré ces jeunes, je me souviens, tu t'es prêté aux jeux, photos, etc. Tu n'as pas changé, en fait. Comment t'expliques ça? Ça vient d'où? De ton éducation? Les amis sont toujours les mêmes? Comment t'expliques un peu ça? Éducation. Mon père et mes parents ont toujours voulu que nous soyons, que nous ayons cette humilité de se dire que c'est pas parce qu'on a ceci qu'on est meilleur que les autres. Même quand j'étais plus jeune, je me rappelle encore, une de mes sœurs avait osé mal parler au cuisinier. Bon, elle n'a pas eu de repas. Et puis, elle est restée dans sa chambre jusqu'au lendemain. Donc, je pense qu'il y a cette humilité qui est importante, d'avoir toujours la tête sur les épaules et ne pas considérer qu'on est meilleur que les autres parce qu'on est dans une certaine position. Donc, c'est dû à l'éducation. Donc, j'ai intériorisé ça depuis que je suis jeune. Et ça m'a beaucoup servi. Ça m'a beaucoup servi. Je me rappelle même qu'au début, quand j'ai lancé le magazine, je ne voulais même pas qu'on mette ma photo. Alors que je signais l'éditorial et que je corrigeais J'ai même dit à Ticia tout dans le les magazine de A à Z. Et beaucoup de gens connaissent Optimum. Ouais. Mais j'aimais bien arriver quelque part, j'entends les gens parler d'Optimum en bien. Ça fait du bien. Moi, je suis là, j'écoute et tout ça, et puis je m'en vais. Hein, ça protège. Ça protège. Donc, quand il y a des hauts et des bas dans la vie, si on est humble, c'est plus facile à traverser les périodes difficiles. Ma dernière question pour Monsieur Didier. Vous êtes une grosse personnalité, je veux dire, mais une grosse personnalité qui n'est pas dans les m'as-tu vu. Quelles sont les valeurs aujourd'hui que vous pourriez partager avec moi et Ticia d'abord, après les autres, qui aujourd'hui peuvent nous servir parce qu'on est en train de monter pour garder sa tête froide? Oh, très belle question. Être humble d'abord, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens, c'est leur personnalité, on peut pas la changer. Être à l'écoute des autres, même ses collaborateurs, surtout ses collaborateurs. Quand on est chef d'entreprise, le patron n'a pas toujours raison. Pour certains, non, c'est moi qui suis le boss et tout. Non. Quand on fait souvent des brainstorming, dans des échanges d'idées, des bouillons d'idées dans l'entreprise, on peut faire venir la femme de ménage. Elle va vous donner une idée que peut-être le directeur créa n'aurait pas. Et par rapport à un public cible qui est peut-être plus proche d'elle, c'est plus facile de discuter avec. Donc, il faut avoir cette ouverture-là et de ne jamais prendre tout pour acquis. J'aime bien la phrase en anglais, là, « Don't take it for granted ». Donc, ne prends pas tout pour acquis parce que tout peut changer. Il peut y avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, la Covid, il peut y avoir une tempête. Moi, mon père me disait que l'humilité, c'est bon pour les cœurs. Parce que les avocats sont toujours... Attention, hein. L'article a dit. Mais à la fin, on le voyait rester avec nous, chanter à la chorale, comme tout le monde. Et il nous disait, restez humble, c'est bien pour votre cœur. Et pour moi et Ticia, qui m'entend, nous sommes des étoiles. T'es d'accord? Allez. Tu reçois? Je reçois. C'est quoi les valeurs qui vous ont réussi, vous ont porté, que vous pourriez nous transmettre, à nous d'abord, et puis aux gens qui vont nous regarder? Ok. Donc, j'avais parlé de l'humilité et de ne pas toujours prendre tout pour acquis, mais aussi cette capacité nécessaire, surtout pour un entrepreneur, de se réinventer. Ok. Je vois un exemple ici. Quand j'ai vu la première fois le café La Congolaise, c'était dans des sachets un peu douteux comme ça. Là. Mais là, artisanalement. Oui, mais maintenant, je vois, tiens, ça correspond au nombre international. Donc, elle s'est réinventée en restant dans son... Et il faut choisir son créneau. OK. La diversification vient après. Quand on a déjà eu des racines ou une fondation dans un secteur donné, on peut se diversifier. Mais, par exemple, nous, on est dans la communication. Tout ce qui est stratégie, événements, relations publiques, même le magazine, ça reste dans la communication. Maintenant, là, on a
elle s'est réinventée, par exemple, pour dire, bon, voilà, je fais un podcast. Mais son podcast ne s'éloigne pas de son objectif premier, qui est de présenter son produit. Il est en train de me griller, là. Il m'explique ma stratégie. Donc, tu vois, il y a un positionnement qui est là. Mais il faut se réinventer. Parce que d'autres ont les produits, mais ils ne font pas ce qu'elle fait. Donc, il faut se réinventer, se remettre en question de temps en temps. Pas de genre, moi, je connais tout, j'ai tout vu, toutes les facettes. On vient d'avoir, depuis quelques années, il y a l'intelligence artificielle. Je discute souvent maintenant avec Meta. Ok. Discute. Tu poses des questions difficiles, de plus en plus difficiles, mais te réponds à la seconde. J'apprends. Ouais. Je me réinvente. Je ne dis pas que, bon, voilà, j'ai fait la communication. J'ai fait ça il y a quelques années. Mais entre-temps, il y a une évolution des technologies. Je dois pouvoir être capable de m'adapter à ces technologies et me dire, bon, voilà, grâce à ça, je peux augmenter ma productivité. Donc, se réinventer. Si je peux terminer sur un conseil, il faut être capable de se réinventer. Ne pas dire que nous avons la science infuse, être à l'écoute des autres, même des plus petits, les plus jeunes avec qui je travaille maintenant dans le secteur. Ils ont une connaissance adaptée aux réalités actuelles. Et c'est bien notre métier, ça nous permet de rester jeunes dans l'esprit. Hein? Et quand tu es jeune dans l'esprit, le corps suit. Surtout, ça c'est vrai. Moi j'aime beaucoup, il faut savoir se réinventer. Il faut pas avoir peur d'apprendre, toujours. Apprendre à apprendre aussi. Et je pense que le mot de ce podcast, c'était surtout sur l'humilité. Ouais. Parce que Didier est toujours resté accessible. Nous, notre podcast, c'est sur les entrepreneurs. Là, on a un entrepreneur atypique, à double casquette. Et aussi quelqu'un qui a des décennies d'expérience. Et il nous a dit, OK, facilement. C'est pas parce qu'on se connaissait ou quoi, non. Il a dit, OK, parce qu'il est comme ça. Et c'est l'humilité. Merci. Didier, merci franchement, merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Merci de t'être prêté au jeu. Et merci à vous de nous suivre. Je suis sûre que ce podcast va rester l'un des meilleurs, l'un des top 3 des podcasts de la chaîne. Merci beaucoup. Moi, surtout, je veux le remercier d'avoir, tu as bien dit, hein, il a joué au jeu. C'est vrai que mes questions, c'était pas... Elle voulait me déstabiliser. Non, mais je pense que l'idée, j'ai réussi parce que il est sorti des choses peut-être qui n'ont jamais été dites. Et ça, c'est le bon côté de ce podcast. Et pour ça, shukran. Accent à vous aussi. Il va falloir revenir aussi. Hein. Je vais revenir. Franchement, c'était bien. On n'a pas écoulé tous les sujets. Non, on n'a pas parlé du fait que je suis aussi un cordon bleu hors pair. Mais alors, dans ce cas-là, on va faire au menu de la quinoise. C'est toi qui prépares et nous, on mange. D'accord. Merci beaucoup. Mais là, j'ai un conseil au menu de la quinoise, à la table de Didier.